Chers étudiants, bonjour. Dans le cadre de l'approche des relations humaines qu'on est en train de traiter dans ce module de théorie d'organisation, c'est d'ailleurs notre deuxième chapitre, on a déjà traité la théorie fondatrice de cette approche, à savoir la théorie des relations humaines. On va maintenant traiter une théorie aussi très importante dans cette approche et qui va donner naissance à des disciples, à un certain nombre de théories en matière d'organisation. C'est la théorie de la dynamique de groupe et d'un auteur qui va devenir, suite à cette théorie, va devenir très célèbre. C'est Kurt Lewin, qui est un enseignant juif né en Allemagne. Et c'est le contexte maintenant, le contexte des années du XXe siècle, la première moitié du XXe siècle. Voilà, avec tous les changements, les bouleversements sur le plan politique, économique, social, mais aussi sur le plan de la connaissance. Docteur en philosophie, chercheur en psychologie, et le plus important pour nous, c'est qu'il a émigré aux États-Unis. Comme plusieurs chercheurs, c'est en émigrant aux États-Unis que lui aussi va trouver le terrain propice pour développer ses recherches. Et d'ailleurs, il va être un enseignant, chercheur aux États-Unis, à Stanford. Et le plus important pour nous aussi, et voilà, on va à ce qui nous intéresse, c'est qu'en 1944, il crée un nouveau domaine de recherche, c'est celui de la dynamique de groupe, qui va donner naissance à cette théorie qu'on appelle la théorie de la dynamique de groupe. En fait, quelle problématique, ou quelle est la problématique qui allait donner naissance à cette théorie? Quel est le phénomène observé, ou quelle est la situation à laquelle on cherche une explication, ou quels sont les problèmes posés et pour lesquels on essaie de trouver des solutions? Cette théorie, en fait, s'est intéressée à un aspect. Est-ce que je formule la problématique autrement? Un individu, ou le comportement d'un individu, est-ce que ce comportement change ou se modifie lorsque ce même individu fait partie d'un groupe? Un individu seul a un comportement. Est-ce qu'il va garder ce même comportement, ces mêmes attitudes lorsqu'il est en groupe? Est-ce qu'en groupe, on ne change pas de comportement? Lorsqu'on est seul, on a un autre comportement personnel. Lorsqu'on est en groupe, est-ce qu'il n'y a pas l'influence du groupe? Et en fait, c'est, disons, l'élément le plus important dans la recherche de Kurt Lewin. Quels sont les déterminants de comportement d'un groupe? Et aussi, lorsqu'on parle de groupe, et par rapport à ce qui nous intéresse, l'organisation en tant que groupement humain. Diriger le groupe, est-ce qu'il y a un style préférable, ce qu'on appelle un style de direction, un style de leadership? Est-ce qu'il y a un style préférable que les autres? Il y a un style qui permet à l'entreprise de réaliser plus de performances ou de réaliser ses objectifs plus que les autres styles. En fait, voilà les deux axes les plus importants dans cette recherche de Kurt Lewin. On distingue, d'après Kurt Lewin, d'abord, Kurt Lewin a commencé son travail par distinguer les styles de leadership ou les styles de direction. Pour lui, il y a trois styles. Donc, d'après ses observations, il y a trois styles de leadership. D'abord, le style autoritaire. Et pour lui, le dirigeant autoritaire, il a un certain nombre de caractéristiques. D'abord, toujours, quelqu'un qui a le style autoritaire, il croit qu'il doit se tenir à distance. Il se tient donc à distance. Ça veut dire par rapport aux autres membres du groupe. Il prend ses distances. Beaucoup plus de distance pour, en fait, il croit que c'est de cette façon qu'il peut maîtriser le groupe et qu'il peut diriger le groupe. Et quelqu'un qui a le style autoritaire, il ne parle que de son autorité et il n'utilise que l'autorité. Donc, use fortement de son autorité en donnant que des ordres. Pas de négociation, pas de suggestion,
et ne permet pas la prise d'initiative. Et c'est comme ça qu'il dirige les activités de groupe. Il y a un autre style, le dirigeant qui a un style démocratique. Et il est totalement différent du premier. Ici, le leader, on appelle un leader, un dirigeant, qui fait des suggestions, des propositions. Il utilise moins les ordres. Il préfère diriger en faisant des suggestions, en acceptant de les discuter. Ça veut dire qu'il accepte la discussion. Il encourage les membres, il essaie de les motiver. Et il participe pleinement à la vie du groupe. Donc il ne se tient pas à distance. Et il se croit comme étant un membre du groupe. Et à ce titre, il y a beaucoup plus de partage avec les autres membres du groupe. Et il y a le style laisser-faire, le dernier style traité par Kurt Lewin. Un dirigeant qui a ce style n'apporte dans le travail que ses connaissances. Voilà, en termes de connaissances, de méthode de travail. Mais on peut dire qu'il ne s'intéresse pas beaucoup à la vie du groupe. Il ne s'intéresse pas à l'avenir du groupe. C'est pourquoi on dit qu'il ne manifeste que très peu d'implication. Il participe au minimum aux activités de groupe. C'est comme si quelqu'un dirige en disant « voilà mes connaissances, voilà je vous donne la méthode de travail, mais laissez-moi tranquille et je vous laisse tranquille ». C'est le style laisser faire. Voilà. Maintenant, après avoir distingué ces styles, quel est le meilleur style? Voilà. Le meilleur style, c'est pas parce que je crois, par exemple, que le style démocratique est meilleur, que je dois vous dire que c'est le meilleur style. Mais en matière scientifique, il faut faire des expériences. Et il faut passer à l'enquête, des enquêtes. Et c'est à travers ces expériences qu'on va juger de meilleurs styles. Ce n'est pas en fonction de ce que je crois, mais c'est en fonction des expériences. C'est la même démarche de Kurt Lewin. Il va passer, voilà, et surtout, ce sont ses disciples et des auteurs après lui, ils vont faire plusieurs expériences pour montrer le meilleur style. Les expériences sur l'influence du groupe. Des chercheurs, d'ailleurs, comme Sherif et Milgram, ont démontré respectivement l'existence d'eux, d'ailleurs. On commence par ces expériences. Il y a deux phénomènes qui se créent et qui sont en relation avec cette dynamique de groupe. Le premier phénomène, c'est le phénomène de normalisation. C'est-à-dire, lorsqu'on fait partie d'un groupe, on se construit des représentations presque similaires. Je ne sais pas si vous êtes, par exemple, 3 personnes dans un taxi. Et le taxi, le chauffeur, fait parfois des bêtises en conduisant. Mais il essaie de vous convaincre, et vous êtes en groupe, et vous partagez, vous discutez, il essaie de vous convaincre que ce n'est pas lui le fautif, mais que ce sont les autres qui ne savent pas conduire. Mais vous êtes en groupe. Et il va vous influencer, généralement. Et vous allez avoir une représentation similaire. Et vous allez voir les fautes que font les autres, et qui ne sont pas parfois des fautes, mais qu'ils conduisent normalement. Mais parce que le chauffeur vous dit que ce sont des fautes, vous allez presque commencer à voir qu'ils sont des vraies fautes, alors qu'en réalité, ils ne le sont pas. C'est pour vous expliquer le phénomène de normalisation. Ce sont ces représentations qu'on construit dans le groupe et qui dominent. Et qui fait qu'un individu de groupe peut modifier son opinion pour adopter celle de la majorité. Donc pour appartenir ou développer le sentiment d'appartenance à un groupe, certains individus modifient leur opinion doucement, parfois progressivement, rarement brutalement, mais surtout progressivement, ils modifient leur opinion pour rester avec la majorité ou adopter celle de la majorité, pour ne pas être exclu du groupe. Et il y a un deuxième phénomène, c'est d'ailleurs d'après les expériences développées par les disciples de Kurt Lewin, c'est le phénomène d'affiliation. Voilà. On a dit tout à l'heure qu'il y a des représentations similaires au sein du groupe. Et donc le groupe développe un certain nombre de normes internes. Certains individus sont soumis aux normes du groupe, au point de faire des actes qu'ils n'auraient jamais accomplis sans cette contrainte. C'est-à-dire il y a les normes qui deviennent des contraintes.
je dois m'aligner, je dois rester dans la même pensée, dans les mêmes actes que les membres de groupe. Et parfois, on peut faire des choses, on peut faire même des bêtises, on peut faire parfois des folies, que seul, on n'allait jamais faire. Mais pourquoi on les fait? Parce qu'on est en groupe. Et ce groupe développe des normes. Et qui développe ces normes? Ce sont les membres dominants. Et il y a toujours les leaders et il y a les suiveurs. Et qui font que certaines personnes se trouvent parfois piégées dans le comportement de groupe. Et qu'eux adoptent le même comportement, même si d'habitude, ils ne sont pas comme ça, et n'ont pas ce même comportement. Et je vous donne un exemple. D'ailleurs, j'ai voulu ici le manuel. Et c'est à propos d'une expérience. Et que montre ces phénomènes d'ailleurs de normalisation, d'affiliation des membres du groupe. Voilà. Je vous lis une expérience. C'est une expérience qui a été menée par Stanley Milgram. Et cette expérience est particulièrement frappante. On place une personne recrutée par Annonce et placée devant une console électrique. Son travail consiste à administrer une sanction à un élève. C'est une simulation. Mais la personne qu'on recrute, c'est question de caméra cachée. Il ne sait pas qu'il fait partie d'une expérience. On le recrute pour sanctionner les élèves à travers des chocs électriques. Mais pourquoi tout ça? Parce qu'on veut tester jusqu'où cette personne qu'on a recrutée peut aller dans la sanction d'un élève. Donc, l'élève est attaché à une chaise. Donc, le travail de cette personne qui croit être recrutée consiste à administrer une sanction à un élève attaché sur une chaise électrique, si ce dernier ne répond pas correctement aux questions qui lui sont posées. Les expérimentateurs sont présents, ça veut dire qu'il n'est pas lui, cette personne qu'on a recrutée, mais avec les autres membres. Et on lui a expliqué au départ, voilà l'objectif, c'est aider les élèves à travailler et donc à mieux répondre à leurs questions. Donc les expérimentateurs sont présents et demandent au sujet d'augmenter de 15 volts le choc électrique appliqué à l'élève. À chaque nouvelle erreur, l'élève est un comédien. Enfin, à chaque nouvelle erreur, l'élève qui est un comédien, qui au fur et à mesure des chocs, simule un malaise et une douleur de plus en plus importante. Ainsi, pour 150 volts, il se plie qu'on le libère. Et à 285 volts, il pousse un cri d'agonie. Les résultats de l'expérience sont les suivants. La moyenne des chocs administrés est de 212 volts. Au 30e et dernier essai, un peu plus de la moitié des sujets ont poursuivi l'expérience et sont allés jusqu'à 450 volts. Si c'était vrai, jusqu'à tuer l'élève. À peine un quart seulement ont interrompu l'expérience avant 225 volts. Et ces différentes expériences mettent en lumière 3 fonctions de groupe. L'affiliation incite les individus conformistes à coopérer, mais ils seront également conventionnels et dépendants. La mise en conformité favorise le consensus, qui facilite l'action individuelle et sociale. Enfin, la légitimation permet au point de vue majoritaire de jouir du prestige, de la vérité et de la norme. Vous pouvez suivre tous ces détails, ces expériences, les pages 108 et 109 de manuel. Il y a une autre expérience sur les styles de leadership qui ont été menées par Lippitt et White pour vérifier les idées de Lewin. 4 groupes d'enfants sont soumis successivement aux 3 styles de leadership. C'est-à-dire le style autoritaire, le style démocratique et le style laisser-faire. Alors, les résultats de l'expérience. Sous le style démocratique, le groupe est chaleureux et c'est une bonne ambiance entre les enfants. La qualité de la production est meilleure. On a demandé d'ailleurs
à des enfants de confisquer des masques et on les a dirigés selon 3 styles. Voilà. On a vérifié les résultats du premier style démocratique. Le groupe est chaleureux, les enfants sont contents, il y a une qualité de la production. La qualité des masques produits était meilleure. Sous le style autoritaire, cela crée une réaction agressive de groupe des enfants, la rébellion, une réaction un peu, disons, agressive. Mais la quantité est plus élevée, la quantité des masques est plus élevée, mais la quantité sans la qualité. On a fait presque, c'est comme si les enfants ont fait n'importe quoi seulement pour éviter l'énervement de leurs dirigeants de groupe. Sous le style laisser-faire, il n'y a ni qualité ni quantité. Finalement, d'après cette théorie, le meilleur style ne peut être que le style démocratique. Les enseignements, c'est l'influence de groupe. Donc l'influence du groupe est déterminante sur le comportement de l'individu. Et on a essayé de montrer ça à travers surtout les expériences qu'on a déjà citées. Le style démocratique est le meilleur style pour diriger un groupe. Voilà les 2 enseignements les plus importants. Maintenant, les critiques adressées à cette théorie. Selon Fiedler, il n'y a pas un style de leadership qui soit le meilleur dans toutes les situations et tous les contextes. Le style démocratique est meilleur si et seulement si les rapports entre le groupe et le leader sont bons. S'ils sont mauvais, le style démocratique n'apporte rien. Les tâches à réaliser ne sont pas très structurées. Si les tâches à réaliser ne sont pas très structurées, ça veut dire le style démocratique n'est pas être meilleur. Le pouvoir formel attribué au leader par l'organisation est faible. Dans le cas contraire, le style autoritaire est préféré. Donc il y a ces 3 conditions qui doivent être remplies pour qu'on puisse dire que le style démocratique est meilleur. Sinon, c'est le style autoritaire. Mais le style laisser-faire n'est jamais préféré, dans aucun contexte et dans aucune situation. Voilà, on a fini cette théorie de Kurt Lewin. Et maintenant, on va démarrer on va voir une autre théorie, toujours dans le cadre de cette approche des relations humaines. C'est la théorie de la pyramide des besoins de Abraham Maslow, qui est un psychologue américain spécialiste de comportement. Voilà. Et d'ailleurs, on dit qu'il est le père aujourd'hui, le père de la psychologie humaniste, qui va être développée par la suite par d'autres auteurs que lui. Ce qui nous intéresse dans cette théorie, ce sont ses applications au niveau de l'organisation. D'ailleurs, la problématique de cette théorie, c'est quelles sont les origines de la motivation humaine. La motivation humaine, et nous, on va transformer cette problématique, les motivations des salariés, des entreprises, des organisations, qu'ils sont les déterminants de comportement et de rendement des employés. Rapidement, c'est une théorie célèbre dont le principe essentiel, c'est la hiérarchie des besoins. Voilà. D'ailleurs, il y a diverses bases motivationnelles. On est motivé, notre motivation dépend de la réalisation d'un certain nombre, de la satisfaction d'un certain nombre de besoins. Ces besoins sont hiérarchisés. Voilà, et c'est pourquoi on l'appelle pyramide des besoins, ou la théorie aussi de la hiérarchie des besoins. Et on voit des besoins physiologiques, besoin de sécurité, besoin d'appartenance, besoin d'estime, besoin de s'accomplir. Les principes de cette théorie, c'est qu'un être humain, un salarié, est motivé d'abord par ses besoins physiologiques, se nourrir, voilà, dormir, etc. Lorsque ces besoins sont satisfaits, on n'est plus motivé par nos besoins physiologiques, mais on va devenir motivé par les besoins de sécurité. Les besoins de sécurité sont vagues. Voilà, sécurité physique, sécurité morale, globalement dans le travail pour les salariés, par rapport aux salariés, le domaine qui nous intéresse, c'est la sécurité de l'emploi, la sécurité dans les conditions de travail. Ça veut dire, une fois on a réalisé nos besoins physiologiques,
On ne fait pas n'importe quel travail, on cherche un travail, il y a sécurité de l'emploi, il y a sécurité des conditions de travail, il y a moins de risques, etc., etc. Une fois ces besoins sont satisfaits, on pense à réaliser les besoins d'appartenance, appartenir à un groupe, peut-être avoir des amis, peut-être même plus avoir une famille, etc., etc. Une fois ces besoins sont satisfaits, d'après la théorie, on passe à l'autre niveau, les besoins d'estime. Être respecté dans son travail par son groupe, par ses supérieurs, par ses subalternes, c'est le besoin d'estime. Et dans le travail, par exemple, respecter, être estimé, être glorifié, etc., par rapport à ses réalisations et ses exploits. Une fois ce besoin est satisfait, l'être humain pense au besoin d'accomplissement, au besoin de s'accomplir. Ça veut dire réaliser son potentiel. Quelqu'un, par exemple, qui lorsqu'il était jeune, a toujours rêvé de faire de la musique, mais n'a pas eu le temps ou les moyens. Après un moment où il a satisfait plusieurs de ses besoins, il pense à faire peut-être de la musique ou du sport ou autre chose, ou de la danse. Et c'est le besoin de s'accomplir, accomplir le potentiel. En nous, il y a un potentiel. Et le dernier niveau des besoins, c'est chercher à réaliser son potentiel, ou à réaliser, autrement dit, plus ou moins ses rêves. Et voilà la pyramide des besoins. Ça veut dire qu'il y a une hiérarchie. On va des besoins physiologiques, la base, vers les besoins de s'accomplir, le sommet de la pyramide. Voilà, des détails, vous allez les trouver au niveau du manuel sur chaque type de besoin. Voilà, les besoins physiologiques, se nourrir, se loger, dormir, etc. Besoins de sécurité physique et morale, dans les conditions de travail. Les besoins sociaux, être aimé, appartenir à un groupe, etc., etc. Donc il y a plus de détails au niveau du manuel que je vous recommande vivement de bien lire et faire des résumés. Les enseignements de cette théorie. La motivation d'un employé au travail dépend au niveau de satisfaction de ses besoins. Une organisation doit établir sa politique sociale en fonction des besoins de chaque groupe d'employés. Les apports de la théorie. La théorie a bien montré que les besoins des travailleurs sont des facteurs de motivation et cette théorie insiste sur la personnalisation de la motivation. Finalement, si on doit critiquer cette théorie, c'est que Maslow n'a étudié qu'une population occidentale instruite. Cette théorie n'a pas étudié d'autres populations de tiers-monde, de l'Afrique, de l'Asie, etc. Donc on ne peut pas généraliser finalement les enseignements de cette théorie. Et donc la hiérarchie des besoins ne se confirme pas toujours. Certains individus restent d'ailleurs renfermés de leurs besoins primaires. Même si leur situation s'améliore, ils ne cherchent qu'à satisfaire leurs besoins physiologiques ou leurs besoins de sécurité, de sécurité. Ça veut dire qu'on est renfermé dans les besoins primaires, les 2 ou 3 premiers niveaux de besoins de la pyramide. Et la difficulté pour une organisation de connaître les besoins individuels de tout son personnel. D'autres détails, d'autres critiques, vous allez les trouver au niveau du manuel et je vous remercie pour votre attention.